Dans la première partie, nous avons mis côte à côte des ressemblances très précises entre des sites séparés par des océans. Des pyramides sur plusieurs continents, des murs faits de blocs polygonaux ajustés sans mortier, des sarcophages à la géométrie proche, des statues aux postures similaires et des motifs récurrents, le sac, le trident, le caducée, le serpent au front. Dans cette deuxième partie, nous allons poursuivre l'enquête, explorer d'autres mystères et d'autres ressemblances étonnantes que l'on retrouve un peu partout sur la planète. Des indices gravés dans la pierre, souvent sous nos yeux, mais dont personne ne parle vraiment. Des détails précis, techniques, parfois déroutants, qui mis bout à bout pourraient bien changer notre manière de voir le passé. Pendant l'écriture de cette deuxième partie, je suis tombé sur un petit reportage de France 3, où il parle d'un mur cyclopéen sur le mont Saint-Odile, en Alsace. Un ouvrage millénaire de 11 km de circonférence, rien que ça, fait de blocs mégalithiques, posés sans mortier et dont l'origine, tout comme les bâtisseurs, reste inconnue. Je mets le lien du reportage en description, gardez bien ce mur en tête, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Avant de continuer, une correction importante. Dans la première partie, quand j'ai comparé des sarcophages entre le Japon et l'Égypte, j'ai commis une erreur d'image. J'ai en réalité montré deux sarcophages japonais, découverts dans les mystérieux Tumuli Kofun, datant officiellement entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Il faudrait d'ailleurs une vidéo entière pour parler de ces mystérieux endroits antiques, en forme de clés de serrure où l'on retrouve ces sarcophages. Ce que je voulais mettre en regard, ce sont ceux en granit d'Égypte, notamment découverts dans la nécropole de Saqqara, attribués à des grands prêtres ou dignitaires. Les ressemblances restent surprenantes et je m'excuse donc pour cette erreur d'image lors de la première partie. Continuons maintenant avec ce qui est, à mes yeux, l'un des indices les plus étranges et les plus fascinants. Ces petites excroissances de pierre qu'on voit parfois dépasser sur certains blocs mégalithiques, les nubs en anglais, discrètes ou inexistantes sur certains blocs, bien visibles sur d'autres. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'on en retrouve partout, mais jamais de manière uniforme. Pas sur tous les blocs, pas sur toutes les façades, parfois isolées, parfois regroupées. Et c'est justement cette sélectivité, combinée à leur présence sur plusieurs continents, qui rend le phénomène si intriguant. En Égypte, on en observe sur des parements, sur des blocs de fondation, parfois au milieu d'une surface parfaitement lisse. Si c'était vraiment des points d'accroche pour soulever la pierre, on s'attendrait à les voir partout, mais surtout à des endroits permettant de soulever la pierre, donc à des points d'équilibre. Mais non, leur disposition semble aléatoire. Certains dépassent à peine, comme s'ils avaient servi de repère de pose avant d'être laissés en place. Alors, pourquoi les conserver sur certains blocs et pas sur d'autres, juste à côté? Au Pérou, c'est encore plus visible. Dans des sites comme Ollantaytambo ou Sacsayhuaman, les murs sont d'une précision incroyable. Des blocs parfaitement ajustés, polis, et pourtant, certains affichent une petite excroissance de pierre volontairement laissée, parfois ronde, parfois carrée, parfois minuscule. Mais surtout, on en trouve même directement sur le substrat rocheux, c'est-à-dire sur la montagne elle-même, ce qui exclut totalement l'idée d'un point de levage. Mais si ces bosses ne servaient pas à soulever la pierre, alors à quoi servaient-elles? Des repères de taille, des points de mesure, ou une étape du travail qu'on a choisi de ne pas effacer? En Chine, on retrouve des traces similaires, notamment sur des carrières très anciennes et pour le moins mystérieuses. Sérieusement, qui planifiait de déplacer ce genre de blocs gigantesques? On retrouve d'ailleurs des similarités avec certains blocs du Japon. Dans le Pacifique, en Micronésie, sur l'île de Palau, on voit des saillies du même type sur des monolithes et même sur des sarcophages. Pas partout, mais assez souvent pour que ça devienne une signature visuelle. En Afrique de l'Est maintenant, en Éthiopie ou au Soudan, on trouve des pierres avec ces mêmes reliefs discrets. Et même en Europe, sur certains murs très anciens, on voit la même chose. Alors, simple coïncidence? Peut-être. Mais plus on compare les images, plus on se dit qu'il y a quelque chose de commun derrière ce geste. Une sorte de langage de chantier avec ses repères, ses témoins. Ou un langage de bâtisseur, sorte de signature technique qui s'est transmise, transformée, adaptée, mais jamais disparue. Parlons maintenant d'un autre détail architectural fascinant, les portes trapézoïdales. Il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus complexes à réaliser que des portes rectangulaires classiques. En Inde, à l'entrée des grottes de Barabar, rendu célèbre avec le documentaire de Patrice Pouillard, on trouve d'impressionnantes entrées, taillées directement dans la roche, de manière nette et précise, et avec un profil trapézoïdal. Au Pérou, ce même principe apparaît,
mais cette fois construit bloc par bloc et où chaque pierre doit être taillée avec une forme différente pour conserver la symétrie du trapèze. En Égypte, on retrouve la même logique. En Italie, dans la nécropole de Banditaccia, datée du 9e siècle avant notre ère, on observe aussi des portes trapézoïdales taillées dans la pierre. Ces formes ne sont pas un simple choix esthétique, elles demandent plus de calcul, plus de soin et un véritable savoir-faire technique. Ce sur-effort se répète pourtant dans plusieurs cultures très éloignées, comme si un même principe architectural avait voyagé à travers le temps et les continents. Mais ce n'est pas tout. En y regardant de plus près, en Égypte comme au Pérou, on retrouve un autre détail commun, l'inclinaison des murs. Dans plusieurs temples, les façades ne sont pas verticales, mais légèrement penchées vers l'intérieur. Ce type d'angle offre une meilleure stabilité latérale, presque comme un système parasismique naturel. Alors, est-ce une intuition technique, une tradition symbolique? Difficile à dire, mais dans les deux cas, le résultat est le même, des structures massives et stables qui ont traversé les millénaires. Parlons maintenant de ces liaisons métalliques que l'on retrouve entre certains blocs mégalithiques. Partout dans le monde, on observe de petites cavités en forme de double T, creusées entre deux blocs. À l'intérieur, on y a parfois retrouvé des restes de métal fondu, utilisés pour relier solidement les blocs entre eux. En d'autres termes, ces anciens bâtisseurs ne se contentaient pas d'empiler la pierre, ils la verrouillaient avec du métal. C'est parfois du plomb, parfois du bronze, du fer, un alliage adapté. On en retrouve des traces en Égypte, en Méditerranée, au Pérou. Tiwanaku en Bolivie est un cas d'école. On en retrouve aussi au Cambodge, en Afrique de l'Est, mais aussi en Europe. Et c'est là qu'on doit reparler du mur païen du Mont Saint-Odile, en Alsace, où on y retrouve aussi ces mêmes points de verrouillage entre certains blocs. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'abord, il faut accepter l'incertitude. Dire on ne comprend pas ne veut pas dire c'est surnaturel. Cela veut simplement dire qu'il reste des zones d'ombre à explorer. Plutôt que de trancher trop vite, il faudrait retester nos hypothèses de manière concrète, montrer, expérimenter, mesurer, déplacer des blocs lourds, reproduire ces assemblages, voir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et avec quels moyens réels. Ensuite, il faut garder à l'esprit que la plupart des sites anciens sont des œuvres collectives, des lieux repris, modifiés, réparés, réutilisés parfois sur des millénaires. Ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une photo du passé, mais une succession de couches de civilisations successives. Est-ce que cela prouve une civilisation globale très ancienne? Peut-être pas. Mais est-ce que cela ressemble de plus en plus à un langage de chantier partagé? Des gestes, des standards, des astuces qui riment d'un continent à l'autre? Oui, et c'est précisément pour cela qu'il faut continuer de regarder, de mesurer, de comparer et d'explorer. Je suis sûr qu'il reste encore beaucoup de sites que j'ai oubliés. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres, dites-le moi en commentaire. Comme toujours, la clé, c'est de penser par soi-même, d'additionner les pièces et de regarder l'image qu'elles composent. Si ce sont des rimes, elles finiront par former une phrase. Si ce sont des hasards, la comparaison le montrera aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner.